Jura le redoutable, c'est le titre du chapitre 23 de Boruto Double Vortex et honnêtement, il porte très bien son nom. Hello les otaku, bienvenue sur cette vidéo review et analyse du chapitre 23. Comme tous les mois maintenant, vous avez l'habitude. On va analyser ce chapitre 23. Bon, il y a quand même quelques petites choses à dire, même s'il est constitué énormément de combats entre Boruto et Jura. On va analyser 2-3 phases de combat de Boruto qu'il mérite. Mais sinon, il y a quand même quelques petites choses à dire qui sont pas comprises dans le combat. Le Jippo de Kashin Koji, Mitsuki et Konohamaru, il y a des petites choses à dire là aussi. Des choses à dire également sur Boruto, un petit truc un peu étrange à analyser. Et puis bien d'autres, vous allez voir, c'est tout de suite dans la vidéo. Let's go! Le chapitre commence et on vient de voir que Mitsuki a éradiqué à lui tout seul les sbires de crasse grâce à son mode ermite des serpents. Konohamaru le rejoint avec le Togedama de Matsuri et là on apprend la première chose. La première chose qu'on apprend, c'est la confirmation de la mort de Yodo. Konohamaru dit bien que c'est regrettable pour Yodo, mais que quand on affronte les Shinju, il faut s'attendre à ce genre de sacrifice. Et surtout la phrase qui nous confirme que Yodo est bien morte, c'est qu'il dit elle serait contente qu'on ait réussi à récupérer les Togedama. Donc là, ça veut bien dire qu'en gros, elle n'est pas morte en vain. Concernant Konohamaru et Mitsuki, la deuxième chose qui nous confirme, c'est le fait que Mitsuki ait envie d'aller aider Boruto. Alors oui, il a envie d'aller aider Boruto pour vaincre Jura, mais il a surtout envie d'aller aider Boruto pour aider Boruto. Ça nous confirme bien qu'il ne voit plus Boruto comme un ennemi. Konohamaru lui aussi, je vous l'avais dit dans le chapitre 22, les échanges de regards avec Boruto, ça nous confirme que Konohamaru est en train de prendre conscience que Boruto n'est pas non plus un ennemi. Il le dit, il est venu le sauver de Matsuri, sans Boruto il serait mort, et il a fait en sorte d'occuper Jura pour que Konohamaru puisse fuir avec le Togedama de Matsuri justement. Donc là on a un Konohamaru et un Mitsuki qui commencent à avoir confiance en Boruto, parce que en gros l'omnipotence fait que Kawaki et Boruto se sont inversés dans la mémoire des gens. Mais le fait qu'ils se soient inversés, ce n'est pas ça qui fait que tout le monde prend Boruto pour un ennemi. Le fait que tout le monde prenne Boruto pour un ennemi, c'est que tout le monde l'accuse d'avoir tué Naruto et Hinata. Donc ça veut dire que même en étant pris pour Kawaki, donc plus le fils de Naruto, Boruto peut très bien regagner la confiance des gens. Ce n'est pas incompatible. Konohamaru dit alors à Mitsuki qu'il faut suivre les ordres de Boruto, que celui-ci semble avoir un plan et que le plan est que Konohamaru et Mitsuki aillent au point là où la mission a débuté. Pourquoi ils ne le savent pas? Pourquoi nous, on ne le sait pas non plus? On y reviendra là-dessus parce qu'il y a un petit côté mystérieux à propos de ça justement. Suite à ça, on part du côté de Boruto justement qui affronte Jura. Donc là, on va pas analyser toutes les pages. C'est une phase de combat. Franchement, le talent de Ikemoto est très bien mis en valeur parce que on comprend parfaitement toutes les phases du combat. Les cases sont très bien détaillées. On n'a pas besoin de relire 50 fois la page pour comprendre ce qui se passe. Ce combat est une dinguerie. Je vais juste m'attarder sur une ou deux phases de Boruto, puisque Boruto, oui, Boruto ne fait pas le poids face à Jura, mais Boruto reste quand même un GOAT. Il nous fait des bails de malade dans ce combat qui mérite qu'on s'attarde un petit peu. La première, c'est quand il esquive les deux Bijudama de Jura. Il lance alors un kunai et grâce à ce kunai, lorsque Jura lance à nouveau un Bijudama, il se téléporte derrière Jura. Cette première phase est énorme, mais Jura part l'attaque. En parant l'attaque, il met un coup à Boruto, Boruto en perd son épée. Boruto se retrouve alors désarmé devant Jura. Son épée vole derrière Jura. Jura l'attaque de nouveau et Boruto a le réflexe d'utiliser de nouveau son Iraishin pour se téléporter grâce à son épée derrière Jura. Cette phase de combat est incroyable les amis. Cette phase de combat, lorsqu'elle sera adaptée en anime, ça va être une dinguerie. De plus, il récupère son épée, on voit, il fait une espèce de je récupère l'épée en même temps je tourne avec la vitesse de rotation et il coupe la jambe à Jura. Ça, c'est une tuerie aussi. La deuxième chose sur laquelle on peut s'attarder dans ce combat, c'est sur la résistance de Jura. Est-ce que Jura est immortel? Est-ce que Jura est immortel? Il se fait couper la jambe, il arrête l'épée de Boruto avec un seul doigt, si bien même que l'épée de Boruto, donc celle de Sasuke, est en train de se briser, et la plupart du temps, il combat avec les mains dans les poches. On voit vraiment qu'il n'est pas à fond. Il commence à se mettre à fond à partir du moment où il sort les mains de ses poches, et à partir du moment où il commence à faire des attaques physiques sur Boruto. Des attaques physiques, justement, qui vont dézinguer Boruto en quelques secondes. Quelques secondes, ça va aller vraiment vite. Là, c'est en manga, donc on a le temps de lire les pages, mais quand ça va être adapté en animé, vous allez voir, ça va aller très très vite. Autre chose sur la résistance de Jura, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Par contre, le point faible de Jura, si on peut appeler ça un point faible, c'est que oui, il a une résistance incroyable, oui, il a une force incroyable, hein, Boruto le dit lui-même, en termes de puissance, il ne fait pas le poids. Mais par contre, en termes d'attaque, à part ces Bijudama en mode fusil de chasse, comme il le dit lui-même, ou ce Bijudama en mode chevrotine. Donc chevrotine, c'est, vous savez, c'est quand il fait des filaments un peu comme il avait fait contre Imawari, là, qu'il avait percé le ventre. À part ces deux attaques-là, la palette d'attaque de Jura est assez limitée. Enfin, il ne fait pas autre chose comme attaque. Bon, en même temps, c'est déjà pas mal, parce que s'il avait d'autres attaques, déjà qu'on n'arrive pas à le vaincre, je vois pas comment on pourrait en venir à bout.
Bon bref, mais j'ai trouvé quand même que du coup, ça avait une certaine répétition dans les attaques de Jura. Bijudama, 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 Bijudama. Bon, voilà, c'est un petit peu histoire de chipoter. Donc je vous l'ai dit, Boruto se fait clairement éclater contre Jura. Juste avant de voir justement le fait qu'il va être KO, parce que oui, il va être KO, on voit un petit point sur Konohamaru et Mitsuki qui sont arrivés justement au point où Boruto leur a dit, c'est-à-dire là où ils se sont retrouvés en début de la mission, et ils se demandent pourquoi ils devaient être à ce point-là, mais ils ne savent pas. Ça prouve une nouvelle fois, et ça prouve fortement d'ailleurs, qu'ils se sont fiés 100% à ce que Boruto leur a dit. Ils ont été au point de rendez-vous que Boruto leur a dit sans savoir pourquoi ils devaient y aller. Ils auraient très bien pu être en danger, se dire que Boruto était un ennemi et qu'en allant à ce point de rendez-vous, ils allaient se mettre en danger. Je pense que ça ne leur est même pas venu à l'esprit, ça prouve vraiment qu'ils ont 100% confiance désormais en Boruto. Suite à ça, justement, on revient au combat Boruto et Jura, et là, Jura passe à la vitesse supérieure. Il sort les mains des poches, justement, et il éclate Boruto. Coup de genou, coup de poing, Bijudama, coup de pied, Boruto est projeté au sol, KO. Par contre, ce qui est notable, c'est la classe de Jura. Jura arrive là où Boruto est KO au sol et étonné du fait qu'il soit encore vivant, mais il dit que ce n'est pas si étonnant de ça finalement puisque c'est un Otsutsuki, mais il tire quand même son chapeau à Boruto d'être KO au sol, de maintenir quand même l'épée de son maître. Voilà, je pense que c'est certaines valeurs, une résistance et la valeur de Boruto qui fait que ça touche quand même un peu de Jura, qui prend la décision alors de l'achever assez rapidement pour lui rendre respect, on va dire. Et juste avant ça, nous avons la partie incroyable du chapitre. La première partie incroyable du chapitre, parce qu'il y en a une seconde après. Mais celle-là, je trouve, est beaucoup plus importante. On va analyser, c'est là où va être la plus grosse analyse du chapitre, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses à dire. On voit Eida, qui est désespérée, qui dit qu'elle ne peut plus regarder le combat, puisque Boruto est littéralement en train de se faire tuer. Donc là, on a aussi une Eida qui est très attachée à Boruto, malgré les apparences, j'ai envie de dire. Elle a appris à s'attacher à Boruto de par sa classe, de par son comportement, de par ses prises de décision, de par son sacrifice et de par du fait que la situation dans laquelle Boruto se trouve actuellement est entièrement de sa faute à elle. Bon, un petit peu celle de Kawaki aussi, mais surtout à elle. Et là, elle dit, je ne peux pas regarder le combat. Boruto est en train de se faire tuer. C'est trop dur pour elle. C'est trop dur. Et là, nous avons Kashin Koji qui se tient la tête entre les mains, abattu devant son disciple qui est en train de se faire défoncer. Mais ce n'est pas tout. Il se tient la tête entre les mains parce qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qu'il ressent. Il le dit à Eida, qui l'interroge. Kashin Koji, réponds-moi, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu fais en gros bouge-toi. En gros, moi je l'ai compris comme ça un petit peu. Bouge-toi le cul, parce qu'on peut un peu s'attarder quand même sur le fait que Kashin Koji est en train de laisser quand même Boruto se faire défoncer. Il aurait très bien pu aller l'aider. Hein. Je l'avais dit dans une vidéo théorie. Il est possible que Kashin Koji aille se sacrifier pour permettre à Boruto de survivre. A priori, non. A priori, Kashin Koji préfère laisser Boruto se faire tuer. Ok, bon. Scénaristiquement, je comprends pas trop pourquoi, puisqu'a priori, c'est Boruto seul qui peut faire que le monde ne tombe pas dans le chaos. Enfin bref, j'y reviendrai ça dans d'autres vidéos. Mais Kashin Koji, du coup, est en train de voir arriver la mise à jour. Il le dit à Eida, tais-toi, il y a une mise à jour. La mise à jour de quoi? La mise à jour de son Shinjutsu des 10 directions, le Jippo. Et là, on voit alors les yeux de Kashin Koji qui deviennent blancs, et les images, vous savez, du futur, des potentiels futurs que Kashin Koji, grâce à son Jippo, voit. Ces images s'affichent dans son subconscient et on voit plusieurs choses. Et c'est sur ces plusieurs choses qu'on va s'attarder. Bien sûr, je vais y revenir après, il est en train de voir l'arrivée d'un personnage dont vous savez, mais je le dis pas tout de suite pour ceux qui n'ont pas encore lu le chapitre, il est en train de voir le dénouement du combat Boruto-Jura, mais si on regarde bien les cases, on voit plusieurs choses très intéressantes. Dans la première image, on voit Inojin. Donc on a la confirmation que Inojin va bien, mais là où c'est le plus perturbant, là où c'est le fait qu'on puisse se poser le plus de questions, c'est qu'on voit Inojin dans le repère de Orochimaru, qui sert aussi de repère à Kashin Koji et Boruto. Pourquoi Inojin se trouve dans ce repère? Certainement aux côtés de Kashin Koji, on ne le sait pas. Ça peut aussi être Suna, puisque le repère de Orochimaru, donc de Kashin Koji, est à Suna, et tous les décors se ressemblent un peu. Donc il est possible que ce soit Asuna. Mais en tout cas, on a un Inojin qui revient dans l'histoire de Boruto. Donc on aura certainement Shikadai et Shosho, lui, elle aussi. La deuxième image super intéressante qu'on voit, c'est tout en bas, regardez, c'est Himawari, les amis. Himawari qui va donc revenir dans le feu de l'action. On a un Inojin,
c'est à peu près logique qu'on ait une Himawari. Je l'ai dit dans une certaine vidéo, il est possible que Jura se retrouve dans l'impossibilité de battre Kawaki et Boruto et doivent s'enfuir. En tout cas, il est quasiment sûr que Boruto et Kawaki ne vont pas se faire tuer. Donc, l'alliance des deux frères va faire qu'ils vont forcément essayer de mettre leur plan à exécution, c'est-à-dire vaincre les Shinju. Himawari, selon moi, aura certainement un rôle à jouer dans ce plan. Rappelons que Jura recherche Himawari. Peut-être qu'Himawari va servir de cible pour attirer Jura afin que Boruto et Kawaki lui tombent dessus. Je ne sais pas, ce n'est qu'une supposition, mais en tout cas, une chose est sûre, Himawari revient dans l'action. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais la chose qui saute aux yeux, bien sûr, de Kashin Koji, c'est le fait que Jura semble blessé. On voit Boruto toujours KO, mais on voit un Jura blessé. Et pourquoi est-ce qu'il est blessé? Parce que il y a l'intervention d'un personnage. Et c'est là où l'auteur Ikemoto est très fort, c'est qu'il nous fait un parallèle entre la vision de Kashin Koji et ce qui est en train de se passer actuellement dans le combat Boruto vs Jura. C'est-à-dire que, en même temps que nous, les lecteurs, le voyons, Kashin Koji le voit en même temps avec son Jippo. Et là, Jura s'envole des lasers pour achever Boruto. Il est prêt à dégainer encore une attaque. Je ne sais pas quelle attaque. Ah si, c'est un Bijudama. Oui, parce qu'en fait, il sait faire que ça, Jura. Donc, il sort un Bijudama, il est prêt à dégainer un Bijudama, et là, quelque chose vient lui transpercer la tête et ressort par son œil. Là, justement, il y avait le Bijudama. Et les amis, vous le savez, c'est Kawaki. Le fameux bâton de Kawaki, celui qu'il tient dans les premières images de l'anime lorsqu'il affronte Boruto. C'est à ce moment-là, du coup, que Kawaki a son bâton. Nous le savons maintenant, mais son arrivée surtout est grotesque. Son arrivée est digne de l'arrivée de Boruto contre Code dans le chapitre 1. L'arrivée de Kawaki sur Jura est grotesque. Il lui transperce la tête. Non seulement il lui transperce la tête avec précision, parce que du coup, il lui transperce l'œil qui allait dégainer le Bijudama, mais en plus, il arrive sur son dos, posé tranquillement. Et là, nous avons la stupéfaction de Kashin Koji, qui ne comprend pas pourquoi Kawaki est arrivé. L'arrivée de Kawaki n'était initialement pas prévue. Il en déduit que Boruto a certainement dit quelque chose à Kawaki qui a fait que Kawaki est venu aujourd'hui aider Boruto. Cette chose, vous et moi, nous le savons, c'est qu'il a dit à Kawaki d'aller voir Amado pour débloquer son potentiel d'attaque. Cette chose n'était pas prévue dans les visions de Kashin Koji. Et là, nous avons la deuxième image du Shinjutsu de Kashin Koji sur laquelle on va s'attarder de nouveau, parce que là, il y a aussi des choses à dire, des choses qui vont vous faire palpiter le petit cœur. La première chose, c'est qu'on voit Sarada et Hidari. Sarada, si vous regardez bien, elle a son Mangekyu Sharingan d'activer. Est-ce que ça annonce le combat Sarada-Hidari? Il y a de grandes chances que ce soit ça. Il y a de grandes chances, en tout cas, que l'auteur veuille nous faire croire que c'est ça. Après, il peut y avoir plein de possibilités. Vous connaissez mes théories en sujet de Hidari et de Sasuke. Il peut se passer plein de choses. J'ai envie de dire, tout va peut-être pas se passer comme la logique le voudrait. On n'est pas à l'abri de quelques petites choses. La deuxième chose sur laquelle il faut s'attarder sur le Shinjutsu de Kashin Koji, c'est qu'on voit Mamushi. Mamushi, vous savez, qui a pour cible Eida. Et si vous regardez juste à droite de Mamushi, nous voyons une petite tête qui dépasse, une petite chevelure. Et cette chevelure, vous l'avez reconnue bien sûr, c'est la chevelure de Demon, les amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Demon, bien évidemment, comme on s'en doutait, va défendre sa sœur. De toute façon, c'est un peu son seul objectif, faire en sorte qu'il n'arrive rien à sa sœur. Et forcément, puisque Mamushi a pris pour cible Eida, nous avons bien sûr Demon qui va affronter Mamushi. Mais là, nous en avons la confirmation officielle, puisque les visions de Kashin Koji, vous le savez, sont un peu le reflet de ce qui va se passer dans le futur. C'est un peu des spoils pour nous de la part de l'auteur. Donc, nous allons pouvoir bientôt, j'ai envie de dire, assister au potentiel de Demon. Je suis sûr que vous êtes aussi curieux que moi. J'ai très envie de voir Demon en action pour voir à quel point il est puissant. Dernière petite chose sur laquelle il faut s'attarder, mais ça c'est, on va dire, une petite logique, c'est qu'on voit Jura aussi sur cette image et qui est dans son repère, dans le repère des Shinju. Ça veut dire, bien sûr, mais ça on s'en doutait, que Boruto et Kawaki n'ont pas réussi à le tuer. Est-ce que ça veut dire que lui n'a pas réussi à vaincre Kawaki et Boruto? L'image ne nous dit pas ça, mais la logique nous dit que, en gros, Boruto et Kawaki seront toujours vivants à la fin du combat contre Jura. Ça, c'est la logique. Mais il n'est pas impossible, par exemple, que Jura puisse les capturer. On n'est pas à l'abri de certaines choses qui peuvent arriver. Ça pourrait d'ailleurs expliquer les interventions de Himawari et de Inojin. Avant de revenir à l'arrivée de Kawagoat sur les épaules de Jura, on repart du côté de Mitsuki et de Konohamaru. Et là, nous allons avoir la réponse. Pourquoi est-ce que Boruto leur a dit d'aller spécifiquement à cet endroit? Parce que il savait que Delta allait arriver. La question que je me pose, et que certainement vous devez vous poser, comment Boruto savait que Delta allait arriver à cet endroit? Est-ce que son intervention, la venue de Kawaki, tout ce qui se passe dans ce chapitre, et depuis le chapitre 22, depuis que Boruto est arrivé pour sauver Konohamaru, est-ce que tout ça était en partie prévu par Boruto? Et est-ce qu'il en avait parlé à Kawaki? Honnêtement, si c'est pas ça, je m'explique pas comment Boruto savait que Delta allait arriver à cet endroit-là et que Mitsuki et Konohamaru devaient s'y rendre. Je ne pense pas que Boruto voie le futur grâce à Momoshiki. Momoshiki voit le futur, certes, mais je ne pense pas que Boruto le voit. De plus, Boruto n'a pas
eu affaire à Momoshiki depuis plusieurs années. Donc c'est pas compatible tout ça. Il y a forcément quelque chose que nous ne savons pas, qui s'est passé hors planche, j'ai envie de dire, et qu'on apprendra peut-être dans un flashback, qui expliquera comment Boruto savait. Après, le truc, c'est que dans le chapitre 22, avant d'aller intervenir pour sauver Konohamaru, Boruto questionnait Kashin Koji en lui disant qu'est-ce qui se passe pour mon maître Konohamaru. Donc, il n'était pas sûr qu'il allait intervenir, puisqu'il avait en partie confiance en Kashin Koji, mais l'autre partie fait qu'il n'avait pas confiance en lui et qu'il avait peut-être prévu une issue de secours, justement, dans laquelle il fallait qu'il intervienne pour sauver son maître et dans laquelle il avait peut-être anticipé ça et prévenu Kawaki de demander à Delta d'aller rejoindre Konohamaru et Mitsuki. Enfin, c'est assez vague, mais honnêtement, si c'est pas ça, je comprends pas comment Boruto a pu savoir. Là, nous revenons au combat Kawaki-Jura. Boruto est sur le sol, toujours KO, et Kawaki a eu son power-up. C'est la confirmation officielle que nous avons dans ces pages. Et d'ailleurs, Jura le dit lui-même, il est surpris de la puissance de Kawaki. Donc on a bien la confirmation que Kawaki a eu son power-up. Pareil, je vais pas m'attarder sur les phases de combat de Kawaki, bien qu'elles soient grotesques, mais là où je vais m'attarder, c'est sur Jura. Je vous avais dit que je reviendrais sur la résistance de Jura. Il prend des pics de tous les côtés, il a l'œil crevé, mais mis à part qu'on voit qu'il saigne de l'œil, qu'il saigne du ventre là où il y a eu les pics, sa jambe est toujours coupée, la jambe que Boruto lui a coupée. Est-ce qu'il est immortel, ce gars-là? Alors, certainement que la logique veut que lui aussi doive aller dans son repère, grimper sur cette espèce de cube noir pour se faire guérir de ses blessures, un peu comme Hidari l'avait fait. Mais en attendant, mis à part qu'on le voit saigner, on n'a pas l'impression que ses blessures l'affectent. Il semble toujours aussi puissant, il semble toujours aussi résistant, il n'est pas épuisé, il n'est pas essoufflé, il semble toujours à 100% de ses capacités. Ça veut dire que selon moi, il faudrait une attaque surpuissante pour, en gros, le désintégrer. C'est grâce peut-être à une désintégration qu'on aura le droit à son Togedama. S'il a un Togedama, puisque il n'est pas un Shinju ordinaire. Il n'a pas d'arbre connecté à une personne. Il est l'entité même de Jubi. Donc je pense que une désintégration pourrait éventuellement le tuer, peut-être grâce à un Uzuiko Rasengan à 100%, puisque jusque-là on ne l'a pas vu et je pense que c'est un petit peu fait exprès de la part des auteurs de ne pas avoir vu le Uzuiko à 100%, mais mis à part ça, je ne vois pas comment il pourrait être tué. Toujours est-il que Kawaki se rend auprès de son frère Boruto qui commence un petit peu à émerger, les deux frères se vannent, Kawaki lui dit « Alors, est-ce que tu vas rester encore longtemps dans les vapes ?» Et là, la réponse de Boruto est ultra importante. Boruto lui dit en gros « Tu as mis trop de temps, imbécile !» Donc Boruto avait bel et bien anticipé la venue de Kawaki. Tout ce qui se passe, selon moi, l'arrivée de Kawaki, Delta qui va rejoindre Mitsuki et Konohamaru au point de départ de la mission, tout ça avait été anticipé par Boruto et tout ça, Boruto en avait parlé à Kawaki lorsqu'ils étaient sur le rocher des Hokage, mais ça a été fait hors planche, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on apprendra dans un flashback. On arrive sur la fin du chapitre et comme toujours, le chapitre se termine en mode suspense à 100%. Kawaki dit à Boruto, serre les dents et tiens le coup, si tu perds le contrôle, je te tue. Et là, on voit le Kama de Kawaki qui commence à s'activer. Boruto instantanément se prend la main, il sent lui aussi le Kama s'activer, même si on ne le voit pas, mais c'est obligatoire, c'est la résonance. Mais vaincre Jura est plus important que sa propre vie. Il dit donc à Kawaki, ne tiens pas compte de moi, fonce. En gros, si tu dois après me tuer, c'est pas grave du moment que Jura est vaincu. Ou du moins, du moment que toi, tu n'es pas tué. Et là, on voit Jura qui fonce sur Kawaki et Kawaki qui active son Kama à 100%, les amis. Fin du chapitre. On va voir le combat Kawaki contre Jura. On va savoir réellement comment va finir ce combat. Je ne pense pas que Kawaki sera en mesure de battre Jura, mais je pense que Kawaki actuellement, même sans le Kama, est plus puissant que Boruto. Et puisqu'il va utiliser son Kama, on va avoir le droit certainement à un combat vraiment intéressant et qui sera vraiment représentatif de la pleine puissance de Kawaki. Est-ce qu'avec son power-up en attaque et son Kama, il sera en mesure de faire face à Jura? C'est possible. On en saura plus dans les prochains chapitres et comme toujours, je ferai des vidéos, donc je vous invite à liker déjà celle-ci pour lui donner un big power-up et lui donner de la force, mais je vous invite également à vous abonner pour rien louper des vidéos futures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse. Si vous avez peut-être des choses que moi je n'ai pas vues, dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, vous le savez, je lis tous les commentaires et comme d'habitude, je réponds à un maximum de commentaires. Je vous remercie d'avoir passé du temps sur cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchou!